Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Une page de l'histoire européenne se tourne. Angela Merkel, souvent comparée à la reine d'Angleterre pour sa longévité, quitte le pouvoir après 16 ans. 4 mandats marqués en 2011 après Fukushima par l'abandon du nucléaire et le tournant énergétique. À l'été 1989, des milliers d'Allemands de l'Est profitent d'une brèche dans le rideau de fer pour fuir à l'Ouest. La chute du mur va sceller le destin d'Angela Merkel. Il flotte déjà un parfum de nostalgie. Faudra-t-il faire croire aux Allemands, comme dans le film Goodbye Lénine sur la chute du mur, qu'après le départ d'Angela Merkel, sans doute vers Noël, élue pour la première fois en 2005, rien ne va changer? C'est un peu le programme du controversé Armin Laschet, le candidat de la CDU en chute libre dans les sondages. Ou au contraire, sera-ce l'occasion pour les Verts ou les sociodémocrates de réformer une Allemagne stable et prospère, mais un peu assoupie? Les défis ne manquent pas. Lutte contre le Covid, tournant énergétique, montée du populisme et de l'extrême droite, fracture sociale et fossé Est-Ouest, entre deux Allemagnes qui ne se comprennent pas toujours. Angela Merkel aura su prouver au monde qu'elle était capable de relever les plus grands défis en accueillant 1 million de réfugiés syriens en 2015, sauvant l'honneur de l'Europe, comme nous le verrons avec notre invitée, la journaliste Marion Van Rettergem. Elle aura également tenu la baraque, comme on dit. À l'arrivée de Trump au pouvoir en 2016, Obama lui a dit en substance « C'est toi qui mènes le monde libre, c'est toi qui dois le tenir en ordre, qui dois éviter la fin de l'OTAN ». Beaucoup la regretteront, d'autres se félicitent déjà de son départ. En tout cas, nul ne sait ce que cette amatrice de jardinage fera après, ni n'aurait pu prédire son parcours hors norme. Née Angela Kastner à l'ouest, élevée à l'est, fille de pasteur, divorcée, sans enfant. On peut ajouter première de classe en maths et en russe, docteur en physique. Angela Merkel est un bloc, sans fioritures, parfois austère, mais aussi espiègle, sous ses airs sérieux, comme ici avec Barack Obama, pleine d'humour en privé, aimant la bière et le bon vin, et aussi les pandas. Ce qui lui a valu 4 élections avec plus de 32% des voix et une popularité au pinacle alors qu'elle s'en va. À la chute du mur, elle abandonne sa carrière de physicienne pour entrer en politique. Les hommes qui voient arriver cette discrète jeune femme ne le savent pas encore, c'est une tueuse. L'air de rien, elle va faire le ménage à la CDU dont elle devient présidente en 2000, n'hésitant pas à mettre à terre Helmut Kohl, le géant de la réunification allemande, qu'il appelait pourtant affectueusement Das Mädchen. Je ne suis pas vaniteuse, je sais utiliser la vanité des hommes. Wir schaffen das. En accueillant en 2015 1 million de réfugiés syriens fuyant les horreurs commises par Assad et Daesh, Angela Merkel sauve l'honneur d'une Europe qui se renvoie des hommes et des femmes à bout d'espoir. Et pourtant, cela avait bien mal commencé, avec les larmes d'une jeune Palestinienne à qui Merkel n'avait laissé aucun espoir de rester en Allemagne. L'ouverture des frontières lui vaudra la haine de l'extrême droite. Avec la montée de l'AfD et les attentats antisémites de Halle et racistes de Hanau, c'est le sinistre passé de l'Allemagne nazie qui remonte. Mais les agressions sexuelles commises par des migrants au réveillon 2016 vont faire changer Merkel de registre. Il est très important pour moi de parvenir à une réduction sensible de l'arrivée de réfugiés, en s'appuyant sur une meilleure sélection basée sur les raisons de leur fuite, tout en assurant un meilleur renvoi des réfugiés déboutés. Angela Merkel a aussi beaucoup déçu. Les Grecs se souviendront longtemps de son jusqu'au-boutisme lors de la crise financière de 2011. Ces nines à répétition pour desserrer le carcan de la dette ont plongé le pays dans un marasme dont il peine à sortir. Ce n'est pas seulement Angela Merkel, mais aussi l'Union européenne dans son ensemble qui est responsable de la catastrophe dont nous sommes victimes. On en est profondément convaincus. Autre déçu, le président ukrainien, à qui elle rendait une dernière visite après avoir été salué l'ennemi de celui-ci, Vladimir Poutine.
C'est l'achèvement imminent du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne qui inquiète l'Ukraine, avec la perte des droits de passage sur son gazoduc. Déçus aussi les Allemands qui attendaient qu'elle réduise la fracture sociale, alors que le nombre de millionnaires a doublé. Si tout le monde loue la femme politique la plus exceptionnelle d'Europe, tenant tête au mâle alpha comme Trump, Erdogan et surtout Poutine, qui lui avait imposé son labrador alors qu'elle a peur des chiens, elle aura manqué de vraiment réformer le pays, malgré ce qu'elle aimerait laisser comme épitaphe. Elle n'a pas ménagé sa peine. Bonjour Marion Van Rettergem, merci de nous rejoindre dans Géopolitis. Merci à vous de m'inviter. Vous avez été longtemps journaliste au Monde, lauréate du prix Albert Londres, et vous avez consacré 2 livres à Angela Merkel. Alors dans le dernier livre, vous citez cette phrase qu'elle aimerait qu'on lui applique à elle-même, « Elle n'a pas ménagé sa peine ». Alors en quoi surtout elle n'a pas ménagé sa peine ? En rien, c'est un des traits de caractère très particuliers d'Angela Merkel. Ce qui frappe chez cette dirigeante, littéralement hors du commun et différente en toute chose, c'est son style, ce style extrêmement différent, totalement éloigné des stratégies de communication habituelles, de l'apparence, de tout ce qui s'apparente aux attributs du pouvoir. Elle y est insensible et c'est une travailleuse, c'est une fille de pasteur qui a reçu cette leçon première, je pense, de son père pasteur, la valeur du travail, la morale, le devoir, le sens du devoir, le sens en effet de l'adéquation aussi des mots aux choses. On ne ment pas, on ne promet pas, on trace son chemin et je pense que c'est vraiment ce qui a déterminé principalement la carrière politique d'Angela Merkel, c'est ce sens du travail et du devoir. Alors justement, ce sens du devoir, dans son bilan, à quelle place mettez-vous l'accueil des migrants en 2015 ? Je le place très haut et je pense qu'il a tendance à balayer tous les reproches justifiés qui sont faits à Angela Merkel au cours de ces 16 années. Mais quel dirigeant serait exempt de reproches en 16 ans de pouvoir ? Donc elle a été un peu parfois en dehors de la main ou en retrait et trop prudente, trop lente à décider dans certaines occasions. Mais elle a eu, à mon avis, ce geste d'humanité tout à fait remarquable et qui renvoie à leur lâcheté la plupart des autres dirigeants européens, à l'exception notoire des Suédois et des Autrichiens à l'époque, qui était de tendre la main à plus d'1 million de migrants en détresse qui fuyaient la guerre et la barbarie. Et je pense que c'était le devoir des pays c'est inscrit dans les conventions de Genève, de devoir les accueillir. Et tout le monde a un peu regardé ses pieds. Et Merkel a vraiment fait ce qu'un dirigeant digne de ce nom devait faire, c'est-à-dire de leur tendre la main. Et le miracle a suivi, c'est-à-dire qu'elle s'est appuyée sur une société allemande extrêmement généreuse et solidaire, au point que l'Allemagne a réussi à intégrer et à offrir de l'emploi à plus de la moitié, voire les 3/4 de ces migrants suite à la crise de 2015. Mais avec des conséquences quand même. Avec des conséquences quand même sur le plan intérieur. On a vu la montée de l'extrême droite de l'AfD, et ça c'est vraiment quelque chose qui est quand même très notable aussi. Tout à fait, et c'est d'ailleurs ce qui rend caduques les critiques qui lui étaient faites d'un soi-disant calcul politique, parce qu'on a entendu tout et son contraire, qu'elle le faisait par calcul démographique, pour pallier les déficiences démographiques de l'Allemagne, d'une Allemagne vieillissante. On y a vu des calculs économiques, pas du tout. C'était un geste spontané, ce Wir schaffen das, ces 3 mots iconiques d'Angela Merkel. En revanche, comme vous le dites, ça a eu des conséquences difficiles, ça l'a mise elle-même en danger d'ailleurs, parce qu'elle a été difficilement réélue lors des élections qui ont suivi cette crise des migrants en 2017. Et c'est vrai que l'Allemagne a été traumatisée aussi par le fait que, en conséquence directe de la crise des migrants, l'AfD, le parti d'extrême droite, qui était un petit mouvement qui était parti au moment de la crise grecque, un petit mouvement anti-euro et peu existant au moment de la crise grecque, est devenu un mouvement protestataire de grande ampleur et un parti d'extrême droite constitué qui, pour la première fois, en 2017, a fait son entrée au Bundestag pour la première fois depuis le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'il y avait 96 députés, environ 12% des députés du Bundestag, et que
pour les Allemands, voir l'extrême droite revenir au Parlement, ça réveillait de très 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 mauvais souvenirs et ça a pas mal bouleversé et chamboulé la société allemande. Alors un autre reproche qui lui est fait, c'est qu'elle n'a finalement pas beaucoup réformé sur le plan intérieur, contrairement par exemple à Schröder. Est-ce que ça aussi, c'est pas quand même finalement un des marqueurs importants de ces longs 4 mandats à la chancellerie? C'est tout à fait exact. C'est le reproche principal que lui font ses opposants, c'est d'avoir été une gestionnaire de crise et non pas quelqu'un qui avait eu de l'inventivité politique. En même temps, peut-on reprocher à quelqu'un d'être né au moment de l'histoire où il est né par hasard et on ne choisit pas le moment de sa naissance. Angela Merkel n'est pas née à un grand moment historique comme le moment de la réunification allemande ou du fait de devoir constituer la monnaie unique, l'euro. Qu'aurait-elle fait? Je ne sais pas. Il se trouve qu'Angela Merkel, au moment où elle est arrivée, s'est trouvée face à une succession de crises européennes et mondiales à gérer. Donc elle a géré, elle a fait ce que l'histoire lui demandait de faire à l'époque, et les grandes réformes qui étaient nécessaires à l'Allemagne, qui étaient assez difficiles et brutales et non sans violence pour une partie de la population, ont été faites avant elle par le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, les fameuses réformes du travail Hartz IV. Et c'est vrai qu'elle a bénéficié, donc on lui reproche d'avoir bénéficié de ces réformes et de ne pas en avoir fait elle-même, mais elle a eu aussi raison de s'appuyer sur des réformes qui étaient faites. Elle a eu d'ailleurs l'intelligence, quand elle était dans l'opposition, de voter ces réformes en sachant pertinemment que ce serait fait et qu'elle pourrait en bénéficier par la suite. Et c'est vrai qu'après, c'était fondateur pour lancer le rattrapage de l'Allemagne, qui était, comme je le rappelle quand même au début des années 2000, qui était considéré comme l'homme malade de l'Europe et qui, autour de 2010, est devenue la première puissance économique européenne. Donc ça s'est fait peut-être pas grâce à Merkel, mais sous Merkel. Et la confiance qu'elle a donnée au peuple allemand et aux industriels et à l'économie allemande a fait qu'elle a réussi à installer cette prospérité allemande pendant 16 ans. Alors, avant l'accueil des migrants, une des réformes majeures aussi d'Angela Merkel, c'est évidemment l'abandon du nucléaire, la transition énergétique. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohayon. Nous vivons ici depuis plus de 20 ans et nous n'avons jamais vécu une chose de cette ampleur. C'est comme la guerre. Les inondations qui ont ravagé l'ouest de l'Allemagne cet été ont fait 180 morts. Brutalement, l'urgence climatique est revenue au centre des priorités politiques. L'Allemagne est un pays fort et nous allons combattre cette violence de la nature sur le court terme, mais aussi sur le moyen et le long terme avec une politique qui prenne plus en compte la nature et le climat que ce qui a été fait ces dernières années. Angela Merkel promet une Allemagne plus verte, tout comme en 2011. Bouleversée par l'accident de Fukushima, elle avait fait de l'Allemagne le premier pays du monde à renoncer totalement à l'énergie nucléaire. Le pari est sur le point d'être tenu. Les dernières centrales allemandes seront débranchées d'ici fin 2022. L'arrêt du nucléaire et puis l'abandon progressif des centrales à charbon d'ici 2038. Le pays a déjà investi plus de 500 milliards d'euros dans sa Energiewende, son tournant énergétique. Investissement massif dans l'éolien, le biogaz et le solaire. L'an dernier, l'éolien devenait pour la première fois la première source d'électricité du pays, devant le charbon et le nucléaire. Les énergies renouvelables totalisaient la moitié de la production. Mais cette année, avec la reprise économique, c'est le charbon allemand qui repasse en tête. L'Allemagne a atteint de justesse l'an dernier ses objectifs de réduction de CO2. Le gouvernement a été contraint par la justice de proposer un plan plus ambitieux pour les 30 prochaines années. L'Allemagne reste le 6e pays le plus pollueur de la planète, juste derrière la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. Le seul pays au monde qui n'impose aucune limitation de vitesse sur ses autoroutes. Au pays du diesel et du scandale des moteurs truqués, il faudra aussi compter sur les poids lourds de l'industrie automobile. Volkswagen, BMW ou Daimler, en retard sur le virage électrique et sous la pression des normes anti-pollution, préparent leur conversion.
Volkswagen vise le 100% électrique d'ici 2035. Alors, on l'a vu dans le sujet, quel peut être l'impact de ces inondations catastrophiques qui ont fait 180 morts cet été? Est-ce que ça va renforcer les Verts? Ça aurait dû les renforcer et c'est là que les Verts allemands n'ont pas réussi à profiter de l'opportunité qui leur était donnée. Il y a eu une forme d'enthousiasme éphémère autour d'Annalena Baerbock, la candidate des Verts allemands. Elle n'était pas tout à fait à la hauteur de la tâche, elle n'a pas rassuré, elle a prouvé un peu son inexpérience politique et ça c'est quelque chose que les Allemands n'aiment pas. C'est qu'ils n'aiment pas la nouveauté, ils n'aiment pas l'inconnu, ils n'aiment pas l'inexpérience et ils se sont retournés d'abord sur le candidat évident qui était le successeur d'Angela Merkel à la CDU, Armin Laschet, mais qui lui-même a été aussi très mauvais, qui a fait une gaffe terrible en ayant un fou rire, en étant pris en flagrant délit de fou rire pendant que le président allemand parlait de la catastrophe des inondations. On le voyait qui rigolait derrière et ça a été catastrophique. Et celui à qui ça a bénéficié finalement, en tout cas en ce moment, ça tout peut changer, c'est celui qui était un outsider et très loin d'être dans les pronostics des parieurs, qui est le social-démocrate Olaf Scholz. Mais c'est vrai que, bizarrement, alors que l'été a été marqué par des catastrophes écologiques, ça n'a pas profité aux Verts allemands. Alors, est-ce que les Allemands sont prêts à dépenser 2300 milliards d'euros pour atteindre la neutralité carbone en 2045 ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque de gilet jaune, comme en France ? C'est un risque dont les Allemands sont extrêmement conscients. Je pense qu'ils sont très conscients du risque climatique et des efforts que cela induit. Ils sont aussi extrêmement réalistes et on n'a pas de politiciens en Allemagne qui, comme chez nous en France en tout cas, ont tendance à parfois brandir des utopies et des idéaux en disant on va tout arrêter, les voitures, revenir à la charrette à bois. Enfin, je caricature un peu, mais à peine à vrai dire pour certains. Donc les Allemands, les écologistes allemands ont ceci de caractéristiques que ce sont ils participent à des gouvernements, ils ont un sens de la responsabilité politique et ils n'ont pas de parole en l'air et ils ont en effet la conscience de ce que parfois les efforts écologiques pourraient impliquer en sacrifices sociaux et que donc la croissance économique doit être une croissance écologique et créatrice d'emplois parallèlement ou simultanément. Et aussi, l'Allemagne est quand même par rapport à la France un peu préservée de cette gilet jaunisation par la répartition du territoire, l'organisation géographique de l'Allemagne qui est beaucoup moins qu'en France et peut-être que ça ressemble plus à ce que vous connaissez vous en Suisse, qui est beaucoup plus répartie entre les grandes villes et les campagnes. On n'a pas, comme en France, une concentration extrême autour de la capitale qu'est Paris. Alors, revenons peut-être sur Angela Merkel pour terminer cet entretien. Finalement, c'est une physicienne, c'est une scientifique. Est-ce que c'est déterminant pour son parcours? Est-ce qu'elle aurait fait ce qu'elle a fait s'il n'avait pas eu cette rigueur scientifique? On dit qu'elle est parfois d'ailleurs un petit peu lente à réfléchir, qu'elle met beaucoup de temps. Elle est tout à fait déterminée par sa formation et la science est un des éléments. Il y a aussi le fait qu'elle soit protestante et fille de pasteur joue un rôle important. Le fait qu'elle ait été élevée en dictature, c'est quand même incroyablement original, enfin et unique. Le fait d'avoir passé plus de la moitié de sa vie sous une dictature, ça a évidemment formé son sens de la liberté. Et le fait d'avoir commencé à une carrière de scientifique, elle était vraiment destinée à être chercheuse en chimie quantique, a évidemment construit sa manière de réfléchir et de faire. C'est quelqu'un qui a le sens de l'analyse et de la synthèse. Et comme vous dites, cette lenteur vient du fait qu'elle est habituée à réfléchir avec les problèmes qui sont disposés en face d'elle. Elle résout les choses au fur et à mesure qu'elle se présente. Ça n'est pas quelqu'un qui va avoir des grandes visions et des grandes anticipations. Elle est d'abord là pour résoudre les problèmes. Et je pense que c'est en effet une des caractéristiques d'Angela Merkel. Alors peut-être, toute dernière question, rapidement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va faire après ? Elle ne fera pas de politique au sens propre. Je suis convaincue, la connaissant quand même bien, qu'elle n'acceptera jamais un poste de représentation politique, même un poste plus ou moins exécutif comme la Commission européenne ou le secrétariat général des Nations Unies. C'est absolument hors de question. En revanche, je la vois bien. D'abord, elle voyagera, elle va aller rendre visite aux universités dont elle a été faite docteur honoris causa, parce que l'université est quelque chose qui compte énormément pour elle. Elle va
voyager, prendre le temps de liberté qu'elle n'a jamais eue. Et puis, je pense, ça ne m'étonnerait pas qu'elle fonde une forme de charité ou de fondation pour une cause qui lui sera chère. Merci Marion Van Rettergem, c'était un plaisir de vous recevoir. Alors on vous lira et on regardera votre film qui va bientôt sortir, qui s'appelle Recherche Merkel désespérément. Merci. Sur France 5. Merci beaucoup. Pour le ou la successeur d'Angela Merkel, le défi est colossal avec un grand K. Avec une bataille autour de l'héritage entre le social-démocrate Olaf Scholz, en tête dans les sondages, et le nouveau patron de la CDU, Armin Laschet, qui se veut l'héritier naturel. On retrouve notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Qui succédera à Angela Merkel ? C'est la grande inconnue de cette élection. L'Allemagne est dans une situation inédite puisqu'il n'y a pas de candidat, ou plutôt de candidate sortante, mais l'ombre d'Angela Merkel plane sur ce scrutin. Son dauphin, Armin Laschet, a certes été désigné par le Parti conservateur pour prendre sa relève, mais les Allemands estiment qu'il n'est pas à la hauteur. Annalena Baerbock, la candidate écologiste, traîne de nombreuses casseroles qui ont eu raison de sa crédibilité. Reste donc Olaf Scholz, le candidat du Parti social-démocrate, qui est actuellement le favori des Allemands. Il a tout fait ces derniers mois pour être considéré comme le seul digne héritier d'Angela Merkel, et ça fonctionne. Sur l'une de ses affiches de campagne, on peut même lire « Lui aussi peut être chancelière ». Quelle coalition ? Le paysage politique allemand est très morcelé. Le Parti conservateur et le Parti social-démocrate ont perdu de nombreux électeurs ces dernières années au profit de formations politiques plus récentes. Résultat, il faudra certainement 3 partis pour former la future coalition gouvernementale. Plusieurs options sont possibles. Une coalition Kenya aux couleurs des conservateurs, des sociodémocrates et des écologistes. Une coalition feu de signalisation avec les sociodémocrates, les libéraux et les écologistes. Ou encore une coalition à gauche toute avec les sociodémocrates, le parti de gauche radicale Die Linke et les Verts. Mais cette dernière option semble peu probable tant les divergences entre la gauche traditionnelle et la gauche radicale sont importantes, notamment en ce qui concerne la politique étrangère. Quel rôle jouera l'AfD ? Les sondages indiquent une tendance à la baisse pour l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, qui est entrée au Parlement fédéral en 2017. Il y a 4 ans, le parti capitalisait avant tout sur le rejet de la migration, mais ce sujet ne mobilise plus autant qu'auparavant. Donc l'AfD tente avant tout de se présenter comme le bras parlementaire des anti-masques et des anti-vax. Une stratégie qui fonctionne plutôt bien dans l'Est de l'Allemagne, où l'AfD devrait obtenir une fois de plus de très bons résultats, avec environ 10% des intentions de vote au niveau fédéral. Le parti d'extrême droite AfD devrait rester une force politique d'opposition non négligeable dans le futur Parlement allemand. Angela Merkel est née à la politique le 9 novembre 1989 quand le mur de Berlin est tombé. Mais à la différence de nombreux Allemands de l'Est, elle et sa famille avaient le droit de voyager à l'Ouest pour des vacances. Des vacances qui ont permis à des centaines d'Allemands de l'Est de fuir leur pays à l'été 89, avant la chute du mur, lorsque la Hongrie a ouvert ses frontières avec l'Autriche en cisaillant les barbelés. C'est notre séquence ce jour-là. Martina, Bernd, Hansi, Heike et leurs amis ont peu dormi, l'émotion était trop forte. Mais pour éviter la cohue, ils ont attendu le lundi matin pour prendre la route. Ce soir, vous dormez en Allemagne de l'Ouest ? Oui, nous l'espérons, si cette voiture veut bien nous y emmener. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je me réjouis tout simplement. Salut. Je n'attends rien de la République fédérale. En revanche, j'espère pouvoir enfin me prouver que je suis capable d'entreprendre quelque chose. La tête pleine de projets d'avenir et d'espoir, ils avalent les derniers kilomètres avant la frontière austro-hongroise.
Les formalités douanières sont vite expédiées. Un tampon dans leur passeport flambant neuf, des bons d'essence, puis enfin les premiers pas à l'ouest. Et quelques conseils de lecture avant de nous quitter. C'était Merkel, le livre de notre invité Marion Van Rettergem. À écouter le dossier complet sur le bilan de ces 16 années au pouvoir diffusé chez nos confrères de la RTS Radio et à regarder le dessous des cartes d'Arte qui met l'accent sur l'Allemagne, géant économique mais avec une forte disparité Est-Ouest. À l'exception des villes, Berlin, Leipzig, Dresde ou Jena, les salaires restent plus bas à l'Est et les grandes entreprises y sont rares, à peine 36 du top 500 allemand. Cela explique la migration vers l'Ouest de 5,2 millions d'Allemands de l'Est depuis 1990, surtout des jeunes, des femmes et des diplômés. Un grand merci de toute l'équipe de Géopolitis pour votre fidélité exigeante. On se retrouve pour une émission consacrée au Covid, virus de la colère, avec la mobilisation des antivax et antipass sanitaires. Portez-vous bien.